Bonjour, bienvenue dans cette conférence sur le travail en volume de l'illustration à la figurine. Je suis Ruthil, votre gentille organisatrice, et j'ai avec moi une belle brochette d'experts et qui représentent chacun, selon moi, différents degrés de professionnalisation par rapport à ce travail de la figurine et de la sculpture. Donc on a ici présent Pierre Chabossy, qui est sculpteur, modeleur et illustrateur indépendant, qui a fait une formation de 5 ans à Émile Cole, à Lyon, et tu fais des figurines de personnages de bande dessinée en collaboration avec l'entreprise montpelliéraine Atacus. C'est ça, exactement. C'est moi. Toi, Bacanoé, après le bac, tu as fait un bref passage en école de graphisme, ensuite bifurqué vers leurs études de concept art à l'école Pivot de Nantes, pour au final faire des petites figurines dans une cabane au fond de ton jardin, c'est ça? Tout à fait. Et tu fais ça en freelance depuis maintenant 5 ans. C'est ça. Actuellement, ton activité oscille entre la réalisation de figurines pour des particuliers ou des projets un peu plus gros de financement participatif, mais tu fais aussi des projets personnels que tu vends en convention et sur ta boutique en ligne. C'est ça. Et enfin, nous avons Camille Burle. Donc Camille, toi tu fais un peu plus de la figurine pour ton hobby et des figurines en laine cardée. Donc tu travailles dans le cinéma d'animation et tu as donc suivi une formation dans ce domaine, tu aimes explorer d'autres domaines artistiques et tu produis donc ces figurines en laine piquée sur ton temps libre. Tout à fait. Voilà, donc avec nos joyeux invités, nous allons parler un peu de tout ça. C'était important pour moi d'avoir aussi cette tension entre hobby et professionnalisation. Donc on va en apprendre un peu plus sur à la fois les médiums travaillés, les difficultés que ça implique, les problèmes de stockage, les problèmes, la relation avec les clients aussi, que je trouve vachement important. Donc question basique d'introduction, comment vous vous êtes lancé ? Et si ça a commencé comme un hobby, comment et pourquoi vous avez fait la transition ? Pour moi, ça a vraiment été... alors ça va faire un peu bateau, mais depuis l'enfance, en fait, comme quelqu'un qui dessine, moi, c'était la pâte à modeler quand j'étais petit. Donc, je faisais mes petits personnages, mes petits trucs, et en fait, c'est... Enfin, toute ma vie, je me suis dit, je vais faire ça, en fait, ça me plaît. Donc voilà, je ne me suis pas trop posé de questions pour le coup. Et ça s'est passé comment, le passage du coup à la pâte à modeler que tu fais pour le plaisir à finalement, en fait, il y a moyen peut-être d'en retirer de l'argent. J'ai la chance d'avoir des parents qui bossent dans le milieu de la bande dessinée. Et donc mon père notamment m'a proposé de réaliser ces personnages mais en figurine. Ouais. Et je connais des gens aussi donc l'entreprise Atacus de Montpellier, chez qui j'avais fait un stage pendant mes études. D'accord. Et c'est là où tu as appris à travailler un peu plus professionnellement peut-être le volume ou Notamment, oui. Ouais. Et donc c'est avec eux après que j'ai commencé à faire plein de figurines. Et Atacus, ils font des adaptations de quelles autres licences si tu sais, je sais pas. C'est exclusivement de la bande dessinée, mais ils sont connus notamment pour leur... quoi que je dis ça, mais en fait ils ont beaucoup de figurines Star Wars, notamment, mais aussi des figurines Black Sad en bande dessinée, d'accord, ouais. qui sont vraiment très réussies aussi. Mais ils ont pas mal de licences aussi. Je pourrais pas tout citer, il y en a vraiment beaucoup. Ça fait combien de temps que la boîte existe à peu près ? Longtemps. D'accord. Donc voilà, c'est quand même. Je vous invite à aller sur leur site. Donc, mais c'est quand même assez pérenne du coup comme activité a priori. A2TAKUS. C'est vraiment très très bien ce qu'ils font. Très bien. Toi Camille ? Moi du coup c'était il y a 2 ans, je me suis cassé la jambe de manière très débile en glissant sur un tapis. Et du coup j'étais clouée au lit et j'arrivais pas à trouver de travail, c'était une période un peu compliquée et du coup j'étais un peu dans une impasse artistique. Et en fait, je suis retombée sur du matériel de laine piquée que j'ai amené avec moi et que je montrerai plus tard. Et du coup, en fait, ça m'a redonné envie de faire quelque chose où je pouvais être posée à un endroit, passer du temps dessus. Et on venait d'adopter un petit chien avec mes parents. Et du coup, ça m'a inspirée. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des petites figurines en laine, notamment de mes chiens et de mes chats.
Et en fait, c'est en le montrant sur mon Instagram, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Oh, mais je serais grave intéressée pour en avoir une ». Et du coup, j'ai eu des commissions comme ça. Mais sinon, je fais ça souvent pour faire des petits cadeaux, des petites attentions comme ça à des amis ou même pour mon hobby. Voilà. Bah, moi, au final, ça a un petit peu commencé comme Camille parce que je faisais du concept art à la base, en école. Et en fait, pour nous aider dans le travail de concept, on a eu un mini-cours sur ZBrush et on nous a fourni une imprimante 3D en disant bah, si vous faites un truc, imprimez-le. Et en fait, moi, tout de suite, je me suis accrochée au truc et je me suis dit bah, en fait, je vais tout imprimer, je vais faire toutes mes figurines parce qu'en plus, je suis très matérialiste. Et du coup, au moment du diplôme, c'était un petit peu avant le Covid, bah, à l'époque, il n'y avait pas trop le télétravail, et tu ne pouvais pas trop faire en freelance. Et moi, je voulais absolument rester à Nantes. Et du coup, je ne trouvais rien. Et du coup, tant que je trouvais rien en concept et en illustration, bah, j'ai continué à faire un peu en hobby mes petites figurines, à les vendre en convention notamment. Et en fait, bah, on m'a demandé une commission, et puis une autre commission, et puis après il y a eu le Covid. Et du coup, j'ai juste continué à faire mes petits trucs dans mon coin, et en fait, bah, au final, ça a fait boule de neige, et maintenant je fais que ça, et je préfère. Quel est le plus du travail en volume pour vous ? Qu'est-ce qui vous attire dedans ? Peut-être que c'est une question un peu compliquée. Parce on est d'accord que la plupart d'entre vous, vous êtes illustrateurs aussi et vous faites de la 2D. Est-ce que c'est une question à laquelle vous pouvez répondre en soi ? Est-ce qu'il y a un plaisir supplémentaire à travailler en volume ? Du coup, moi, en tout cas, pour mon cheminement personnel, dans le dessin, ce qui me limitait, c'était beaucoup de me comparer aux autres. Et notamment, il y a beaucoup ce schéma de ses skills et sa perception des skills qui est jamais au même niveau. Et moi, en fait, à chaque fois, je savais que j'étais pas au niveau que je percevais comme je voulais avoir. Et en fait, la sculpture, ça m'a permis d'avoir un recul dessus. Et en fait, comme c'est pas, en tout cas en numérique, c'est pas destructif. Bah en fait, là, ça te plaît pas, tu tournes, tu vas sur un autre bout. Si tu veux une dynamique, bah, c'est un petit peu comme l'outil Liquify sur Photoshop. Bah, tu prends ton truc, tu le déformes. Et c'est vrai que là-dessus, je trouve que c'est plus intéressant si on veut vraiment travailler la forme et la dynamique. En tout cas, si on a du mal parfois en 2D, bah, ça aide de faire de la 3D, même juste pour aider sa pratique en dessin. Et c'est vrai que bah, moi, je me suis plus accroché à ça. Mais je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde ici. Bah, je sais qu'il y a des dessinatrices autour de moi qui se sont mises récemment au tricot, à des trucs manuels, parce qu'elles n'en pouvaient plus en fait de bosser derrière un écran, donc notamment effectivement avec le télétravail, le Covid et machin. Mais bon, mine de rien, t'es animatrice, t'es illustratrice, tu passes ton temps derrière ton écran. Qu'est-ce que tu fais en hobby ? Ah bah je dessine et je dessine sur un écran. Donc il y en a plein. Enfin, je sais pas si tu l'as ressenti aussi, Camille. Est-ce que ça vous donne un peu des vacances aussi en soi ? Ouais, moi c'est carrément ça. C'est que j'en avais un peu marre d'être tout le temps soit sur mon iPad, soit sur ma tablette au taf. Et du coup, c'est pour ça que je touche un peu à tout en dehors du dessin pur et dur, parce que ça fait vraiment du bien de faire une autre activité. Donc ça fait carrément partie des attraits de la technique. Et après, pour moi aussi personnellement, je trouve ça super intéressant de partir d'une boule qui ressemble à rien. Et enfin, c'est vraiment une autre manière de penser. Et du coup, ça fait un peu travailler son cerveau différemment, je trouve, que quand on fait notre dessin, et surtout quand on est habitué à en faire littéralement tous les jours quand c'est notre métier. Du coup, c'est un métier formidable, mais c'est cool de faire une petite pause de temps en temps en faisant un truc. Respirer un peu les pâquerettes en faisant autre chose, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a toujours le côté graphique, et c'est d'ailleurs intéressant d'essayer de de styliser les trucs 2D et d'arriver à garder un peu cette stylisation tout au long du process. Mais ouais, voilà, ça fait partie. Est-ce qu'il y a un peu un plaisir de patouiller aussi, un peu pour ceux qui sont un peu plus dans la glaise, dans la résine, dans les machins. Est-ce que le fait de travailler la matière aussi, c'est peut-être un lieu commun, mais toi, Pierre, j'ai vu qu'il y avait des photos de toi qui patouillent justement de la glaise en faisant les figurines. Voilà, est-ce qu'il y a un plaisir à faire ça en soi ? Oui, c'est vraiment très agréable. Vraiment, je trouve ça tellement plus je sais pas si on peut zapper. agréable en fait, de manipuler de la matière, de transformer de la matière. Et c'est un truc que je retrouve pas par exemple sur la 3D, sur ordinateur. J'ai essayé un petit peu aussi, j'ai pas le même feeling, quoi. Ouais. C'est ça. Et après, en termes pour revenir à ta question que tu posais sur la différence entre le dessin et la 3D. En fait,
j'arrive vachement mieux à visualiser en 3D que sur papier. Et en fait, je suis meilleur. T'es vraiment en volume, quoi. Que la 2D. C'est marrant. Un même personnage, si je dois le dessiner, je vais beaucoup plus galérer que si je dois en faire une figurine. Voilà. Vous le ressentez, ça aussi, un peu ce côté est-ce que vous êtes plus volume, finalement Oui, bah du coup, moi, c'est pour ça que j'ai fait le switch. Parce qu'au final, ce que j'arrivais pas à faire en dessin, c'était ça. Ouais. C'était pouvoir vraiment manipuler le truc. Et même par rapport à ce que tu dis, que c'est plus satisfaisant de pouvoir toucher ce que tu fais. Au final, moi, c'est pour ça que tout ce que je fais, je l'imprime et je le peins moi-même. Parce qu'il y a quand même vraiment la satisfaction d'avoir l'objet en main, de pouvoir... bon, moi, je le modélise pas, mais du coup, rien que de poncer, de voir les petits détails, de faire « Ah bah là, peut-être que je vais ajuster au cutter ». Il y a vraiment un côté satisfaisant aussi, parce que quand tu passes ta journée sur un écran, bah, en fait, une image ressemble à une autre et c'est moins concret, c'est sûr. Côté, à moins que tu avais un truc à rajouter, Camille? Non. Moi, je suis carrément plus sur papier qu'en 3D. D'accord. Mais ça, c'est intéressant, d'accord. Dans ma vie de tous les jours. Et c'est un effort supplémentaire que tu dois faire, du coup. Enfin, c'est ce que tu as expliqué, le fait de passer effectivement à la stylisation 3D. C'est pas forcément un effort, mais du coup, c'est un autre exercice. Donc une autre partie de ton cerveau. Quoi. Ouais, voilà. J'ai l'impression d'utiliser mon cerveau gauche ou mon cerveau droit. D'accord. Mais c'est un peu méditatif en fait. Oui. Et côté difficulté, obstacle technique, de quoi est-ce que vous aimeriez parler de ce côté-là? Est-ce qu'il y a un truc qui vous vient en tête? Je crois que Camille, tu parlais du fait du danger un peu physique que ça représente de puncher de la laine. C'est vrai qu'il faut être très courageux pour... non, mais du coup, moi, j'utilise du matériel qui ressemble à rien, genre ça. Et des... Ouais, je veux bien, merci. Et du coup, attention, elle a une arme. J'utilise des aiguilles. Voilà, on m'a laissé rentrer quand même. J'utilise des aiguilles et du coup, c'est qu'il faut piquer en permanence. Donc, on pique la laine jusqu'à ce que ça ressemble à quelque chose. Parce qu'au début, on part de quelque chose qui est très informe. Parce que c'est la laine libre, donc ça ressemble à ça. Et en fait, on pique jusqu'à ce que ça devienne plus dur et pour former la forme qu'on veut. Mais du coup, ça nous arrive quand on est un peu pris dans le truc et qu'on veut aller un peu plus vite de se piquer, tout simplement. Donc ça peut faire mal. Mais sinon, à part ça, non. Les difficultés, c'est de savoir où on va. Du coup, moi, c'est pour ça que j'aime bien partir d'un dessin à plat 2D pour ensuite... Est-ce que tu fais un turnaround quand tu fais... Je fais pas... Bah, du coup, il y a les visuels, je sais pas si je peux... pareil, ouais, ça va être sur la zapette. Merci beaucoup. Du coup, ça, c'est des photos des petites figurines que je fais. Mais par exemple, pour celle-ci, j'avais d'abord fait un petit dessin comme ça avant. D'accord, donc vraiment méga 2D. Et là, c'est un peu plus un turn. Ouais, voilà. Là, en fait, je fais un face et un profil, généralement. Et puis, j'essaye de voir les formes générales un peu plus... un peu plus synthétique, donc tout ce qui est les ronds, les oreilles, tout ce que je vais les pièces détachées, on va dire, et puis j'assemble un peu à la fin pour des formes un peu plus complexes, comme un personnage comme ça. J'avais vraiment un face, un profil et un trois quarts. Là, c'est un exemple particulier parce que c'était le design d'une amie qu'elle m'avait commissionné à faire en volume comme ça. Du coup, je lui avais demandé à elle de le faire, mais sinon voilà. Est-ce que c'est plus difficile de faire justement des animaux par rapport à des êtres humains ou des puppets, des bonhommes? Je trouve que les bonhommes, en fait, ça dépend le posing, donc la position du personnage. Du coup, que ce soit un animal ou si c'est pour faire une position assez posée et assez simple, ça peut aller vite. S'il faut réfléchir à un posing un peu plus avec une action en tête ou quelque chose comme ça, ça peut être plus compliqué. Mais on t'a demandé déjà ce genre de truc? On m'a pas. Souvent, c'est plutôt des. Oui, pour de la laine cardée, on se dit pas non plus c'est forcément la matière pour faire de l'action fou. Après, du coup, il y a toutes les. Moi, je suis très admirative des puppets pour la stop motion justement, qui sont faites notamment en laine cardée. C'est une autre méthodologie puisqu'il y a un squelette à faire. Est-ce que tu t'es déjà essayé justement? Est-ce que ça t'intéresserait ultimement de faire de la stop motion? Pourquoi pas, en vrai, mais j'en ai jamais trop fait du coup, mais pourquoi pas. D'accord. Et donc vous autres, quelles sont les difficultés, les points noirs de
vos hobbies / métiers dont vous pouvez parler? Bah, la résine, c'est toxique. Et ça tâche, et ça colle. Et quand tu la ponces, bah, la poussière, c'est toxique. Et ça se met partout, comme le sable. Et du coup, voilà, il y a quand même des précautions à prendre, en tout cas de ce côté-là. Donc, si on imprime dans une pièce de vie, bah, avoir un filtre à air, si on ouvre le capot, mettre un respirateur à cartouche absolument. Et pareil, bah, pour poncer et aérer le plus possible. C'est vrai que ça, c'est le truc un petit peu embêtant avec ce truc-là. Et bah, au moment de poncer et de justement faire des retouches, enlever les supports, les cutters, ça coupe. Et voilà, j'ai quelques cicatrices, moi aussi, à mon actif par rapport à ça. Est-ce que toi, tu t'es amputé de quelque chose, Pierre? Est-ce que Non, ça va, je suis assez précautionneux et surtout très douillet, donc je fais très attention à ne pas me blesser. Ouais. Mais c'est ça, est-ce que tu as un process, est-ce que tu as des choses que tu mets en place justement pour faire gaffe à ça? Non, je suppose que c'est un mélange de chance et de précaution. C'est pas encore arrivé, en tout cas. Quand on est focus, on a tendance à faire des bêtises. Mais justement, est-ce que c'est un peu lourd en fait comme processus tout ça, les trucs à cartouche, le filtre à air, le machin, etc. Est-ce que des fois t'oublies? Est-ce que des fois t'en as marre? Bah, c'est vrai que c'est pas forcément la partie la plus fun, c'est une gestion supplémentaire par rapport aussi au stock de résine à acheter, ce genre de choses. Donc c'est vrai que quand on nous paye par exemple pour une commission, bah, en fait il y a facile 30 € qui part juste dans la commande de résine. Et si on n'imprime pas bien, bah, faut réimprimer, faut nettoyer l'imprimante. Et en plus faut jeter, donc c'est, mine de rien, c'est quand même pas le plus vert comme pratique. Bon, c'est quand même mieux que d'envoyer son truc en usine en Chine. Mais voilà, le fait est que la résine, c'est pas anodin, donc il faut faire attention. Même la résine, par exemple, à eau, qui est soi-disant lavable, bah en fait, au final, ça finit dans les égouts, donc c'est pire que d'avoir de la résine toxique qu'on va traiter correctement. Mais voilà. Et il faut du coup un petit peu un espace quand même dédié. Donc c'est vrai que si on habite dans un appartement à Paris, c'est moins facile de faire ce surtout hobby. Pour aérer, quoi. Ouais, c'est ça. Ce hobby / métier. Moi, actuellement... on verra peut-être plus tard, mais mon imprimante actuellement est dans la cuisine, ce qui n'est pas le mieux, mais c'est à côté d'une fenêtre. J'ai un filtre à air qui est toujours à fond et j'essaye de virer les trucs aussi vite que possible pour pas que ça soit trop toxique, quoi. Et toi, Pierre, est-ce que tu fais des trucs avec des matières toxiques, des choses dangereuses en dehors, effectivement, de se couper, tout ça, mais parce que là, sur les photos, on te voit surtout travailler du coup plutôt de la glaise, je crois. C'est une espèce de cire. Ouais, ça s'appelle de la Monster Clay, donc c'est un mélange, mais en gros, c'est de la cire. Et en fait, donc toi, tu bosses avec une entreprise, donc c'est a priori eux qui doivent gérer les histoires de résine, etc. C'est pas toi qui les fais les... Ouais, justement, je leur laisse cette partie-là. Ouais. Alors, j'ai déjà bossé avec eux, ils m'ont déjà montré comment faire, et notamment pendant mon stage, je les ai aidés à faire ça aussi. Mais ouais, moi, un morceau que j'aimais pas du tout dans mon travail de sculpture, c'était le moulage. Parce que je préfère vraiment juste la partie de modelage en fait, du personnage, qui après, une fois qu'il est terminé, et donc moulé. Oui, donc le moulage. Oui, c'est ça. Donc parle un tout petit peu du process, parce que bon, je pense qu'on voit à peu près ce que c'est, mais quelles sont les différentes étapes en fait pour arriver justement à ce que tu fais? La première étape, c'est le modelage tout court. Est-ce que toi tu fais des croquis préparatoires, des trucs en 3D d'abord? Je devrais, mais comme je m'en sors mieux en 3D, en fait, je passe même pas par l'étape 2D parce que je visualise directement mieux en 3D. Trop bien, d'accord. Alors parfois, je vais poser en 2D histoire pour faire des mesures, notamment pour voir à peu près quelle taille va faire le produit fini. Et moi, comme je bosse aussi pour des auteurs de bande dessinée, donc là notamment pour Donjon par exemple. Mais voilà, comme je travaille avec des auteurs, en fait, souvent il va y avoir un aller-retour avec l'auteur pour savoir si ça lui convient, parce que comme ça part d'un personnage en 2D, moi je vais l'adapter en 3D, mais ça se trouve ça va pas lui convenir. Il y a certaines parties sur lesquelles lui il trichait avec le dessin via je ne sais quel process qui va pas lui plaire. Et donc voilà, une fois qu'il est satisfait, ben là on va pouvoir passer à l'étape du moulage, où donc je vais le donner à l'entreprise avec laquelle je travaille, donc Atacus, qui eux donc vont mouler le personnage avec une espèce de silicone. Ouais. Donc c'est un gros moule en silicone qu'on fait couler par-dessus
C'est ton ça, en moulage, fait, c'est ça on fait une petite cage en carton autour Ouais. du perso. Et dans ce carton-là, on vient couler du silicone. Et après, donc, on vient couler de la résine dans ce silicone. Résine toxique aussi. Et après, ils vont faire aussi tout un travail de ponçage et de finition pour que les figurines soient toutes lisses. Donc eux, toutes ils ont un espace dédié pour ça, évidemment. Voilà, D'accord. Et justement, côté retake, etc. Donc ça, c'est une question qui s'adresse à vous tous, puisque vous avez tous bossé pour du travail de commande aussi. Quand tu fais ta sculpture, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a plusieurs passes de retake? Est-ce que elles sont facturées ou est-ce que c'est vraiment en freestyle? Enfin voilà, comment ça se passe? Non, c'est vraiment freestyle et il peut y avoir plusieurs passes. En fait, on fait des retakes jusqu'à ce que l'auteur dise OK, c'est bon. D'accord. Voilà, donc Est-ce que tu t'es déjà confronté à des retakes que tu voulais pas faire, ou en tout cas qui allaient un peu contre le truc d'origine Ouais, bah, ça arrive comme Ouais. dans un boulot de commande en fait. Il y a des fois où tu dis ah non, mais bon, c'est pas nous qui décidons. D'accord. Mais bon, voilà. Et du coup Moi, ça m'arrive tout le temps, c'est terrible. Et je pense que c'est pour ça aussi que je fais ça plutôt en freelance et pas forcément avec les entreprises encore. Ouais. Parce qu'en fait, peu importe le nombre de... J'ai quelques trucs comme ça où j'ai eu pas mal de retakes. Et c'est vrai que sans s'en rendre compte, on a quand même un style. Et moi, j'ai quand même des biais qui sont assez forts, que j'ai du mal à gommer. Et parfois, c'est juste une question de style. Et parfois, on peut prendre plus personnellement les retakes. Parce qu'on a l'impression d'en avoir bien fait. Et en fait, ça ne correspond pas à ce que la personne voudrait. Mais c'est vrai que moi, c'est aussi ça que j'aime dans le fait d'être indépendant. C'est que en général, les gens qui viennent me voir, c'est pas forcément pour avoir pile le style qu'ils font. C'est aussi pour avoir un petit peu ma patte, et c'est ça que j'apprécie aussi. Mais j'aime aussi bien, justement, parfois essayer de me calquer à quelque chose qui est pas du tout ma zone de confort, parce que du coup, on découvre aussi des choses. Ça permet justement, si c'est un auteur qu'on aime bien, de vraiment voir au plus près. Ah bah en fait, le nez, je pensais que c'était comme ça que ça marchait, mais c'est pas du tout comme ça. Et aussi le passage de 2D à 3D, même pour eux parfois c'est intéressant de voir ah bah en fait pour moi c'était pas du tout comme ça que je le voyais, mais c'est ok, ça tourne en fait, ça tourne en angle plutôt que en rond comme je voulais. Et c'est bien aussi d'avoir un petit back and forth oui, d'ailleurs, je peux peut-être en parler maintenant, puisque moi j'ai été une de tes commissionneuses. Merci Mickey, pour les sous. Bacanoë. Je t'ai commandé du coup cette figurine colossale que je vais montrer à la caméra à un moment donné, mais ce qui est marrant, c'est que le dessin de Diane, il n'est pas spécialement volume en fait. Il y a un côté où elle a des trucs de stylisation, c'est manga en soi. D'ailleurs, moi, ça me prend la tête en dédicace parce qu'à chaque fois qu'il s'agit de faire Simon, il y a ces mèches qui sont vraiment totalement en 2D. T'essayes de le faire tourner en volume, c'est pas possible, c'est un enfer. Donc je lui en veux beaucoup pour ça. Mais ça a totalement son sens en fait dans la BD et dans le côté dans le côté 2D et de colossal. Mais j'avoue, donc moi je t'ai commissionné, donc je vais la montrer en essayant de pas la casser parce qu'elle m'a coûté cher. Les retakes ça coûte cher aussi. Donc voilà, donc cette figurine de colossal qui reprend du coup la couverture de la version librairie normale, pas collector. Et en fait voilà, je voulais absolument cette image que je trouvais très cool, mais le fait est que voilà, elle est quand même assez 2D aussi quoi. Donc et en plus pareil, on reconnaît vachement bien ton style aussi. Et au final, un peu le style de Diane aussi. Donc, c'est pas voulu. Hein. À chaque fois, j'essaye de caler et on me dit mais non, mais c'est pas du tout ça. Non, c'est vrai que c'est plus compliqué. Je sais pas comment les Japonais font pour les figurines justement de manga et d'anime, parce que c'est très très 2D. Et je trouve que c'est le plus dur parce que sur des choses qui sont un peu simples comme ça, l'œil il est à 1 mm décalé, c'est fini quoi. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des gâchapones qui sont terribles, parce que la peinture, il y a eu un coup de pinceau qui était pas bon. Et c'est vrai que ça c'est compliqué, mais on arrive toujours à trouver, je pense, un petit compromis. Oui, d'ailleurs, toi, comme les yeux, je pense que ça doit être assez sensible. Comme, tu foires l'œil, t'as un strabisme divergent ou convergent. On recommence. Hein. Voilà, mais du coup, toi, ta technique, c'est pas de peindre directement, c'est de mettre des stickers, c'est ça? Oui, c'est ça. De temps en temps, je peins moi-même, mais il faut que l'échelle soit suffisamment importante pour que, justement, si on décale un petit peu, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que maintenant, ce que je fais, c'est une technique qui se fait beaucoup dans le modélisme pour les maquettes, ou si vous achetez des malabars, il y a les petits trucs, les petites décalcomanies, c'est littéralement ça en fait.
C'est du coup, voilà, on imprime à la bonne échelle, on met un peu dans de l'eau chaude et on transfère au niveau des yeux. Et c'est vrai que pour des choses où les yeux ils sont un petit peu détaillés, typiquement les figurines d'animé ou les BD où il y a 20 couleurs dedans, plutôt que d'essayer de faire soi-même le dégradé, on imprime et on cale. Mais c'est vrai que ce que je fais qui est un petit peu différent des figurines d'animé, c'est que normalement tout l'espace des yeux il est relativement plat pour pouvoir mettre les transferts. Et c'est vrai que moi j'aime bien quand même travailler l'œil en volume. Et c'est vrai que ça donne peut-être un côté un peu plus réaliste par rapport à d'autres figurines. Par exemple, je pense qu'en grande échelle, la figurine de Colossal, ça marcherait bien avec juste des transferts plutôt qu'un peu de volume. Une figurine colossale de Colossal Tout à fait. Mais c'est un concept extraordinaire. D'ailleurs, la version 1,60 m sur 2 arrive Et là, voilà, pardon. derrière le rideau. Et juste au passage aussi, je t'ai commandé, parce que je vais vous faire un petit tour de magie, j'ai commandé la figurine à Nikki en lui demandant un truc technique qu'elle connaissait pas de base. Donc je lui ai demandé effectivement de faire ses lettres en LED. Donc voilà, quelqu'un te demande de faire un truc technique relou comme ça. Quelle est ta première pensée ? Non, mais c'est intéressant justement d'avoir un peu des challenges parce que mine de rien, en 3D, on fait quand même un petit peu le même process toujours. Et la peinture aussi. Et c'est vrai que là, quelqu'un qui te demande de la transparence ou des LED ou des choses comme ça, faut partir du principe que ça sera pas que pour ce projet et que ça sera un skill qui sera réutilisable plus tard à volonté, quoi. C'est une opportunité à chaque fois. Ouais. Pierre, toi, à Tacus, ils te demandent pas de retake. Il n'y a pas des trucs des fois où ils vont te dire non mais là ça va coûter trop cher de faire des petits machins comme ça parce que l'auteur de BD peut être content, mais après est-ce que quand tu bosses avec une entreprise, il n'y a pas d'autres contraintes qui se rajoutent ? Si, ça peut arriver, notamment en termes de moulage, justement, comme c'est eux qui s'en occupent. Il y a certains éléments qui vont être plus compliqués à faire ou qu'il faut faire à part pour après faire ce qu'on appelle une clé pour imbriquer par exemple le bras dans le reste du corps, des choses comme ça, quoi. D'accord. Et toi Camille, du coup, par rapport justement à les commissions qu'on a pu te demander, pareil, côté retake, parce que toi en plus a priori il y a ce côté un peu plus, comme tu disais, c'est artisanal, voilà, quoi. pour faire plaisir, un peu plus amateur, etc. Ouais. Est-ce que tu as des clients relous ? Non, pas spécialement. En fait, pour éviter d'avoir trop de retake, souvent je passe par plusieurs étapes où d'abord justement j'envoie le croquis en couleur pour qu'on me valide les couleurs, etc. Et le posing du coup du personnage. Et après je dis pas plus de 3 retakes. Du coup je fais pas facturer les retakes. Mais si ça va au-delà de ça, en fait, après ça devient trop chronophage c'est même plus une source de plaisir de faire le truc. Donc surtout que là je peux pas revenir en arrière en fait. Je peux que rajouter de la matière, je peux pas enlever. Donc ce serait très compliqué. Et toi Niki, t'as pareil, est-ce que tu as des passes limitées en fait ou alors est-ce que tu t'es déjà retrouvé aussi au truc où ça n'en finit plus C'est arrivé et j'espère que c'était pas moi. Non, justement on apprend aussi de ces erreurs-là ok, en fait j'ai passé 14 heures à faire des retakes qui n'étaient pas facturés. La prochaine fois je les facturerai. Et c'est vrai que maintenant selon l'échelle du projet, par exemple typiquement pour un projet comme ça, je crois qu'en gratuit je mettais 4 heures de retake. Je mets un certain pourcentage d'heures de retouches autorisées parce que c'est normal que les gens payent quand même un certain prix, donc c'est normal aussi d'avoir des retouches. Et c'est vrai que c'est important le plus possible de laisser l'opportunité à plusieurs étapes différentes du projet de corriger, que ce soit la couleur, que ce soit les proportions, ce genre de choses. Mais il faut poser une limite ou que la limite ça soit au bout de 4 heures, ensuite c'est facturé. Et c'est vrai qu'en général les gens ils s'y retrouvent. Et au final, les compromis sont vite obtenus. Ok. Toi d'ailleurs Pierre, là je vais parler un peu plus sous-sous. Est-ce que tu touches des droits d'auteur sur les figurines que tu fais ? Non, je touchais un fixe. Okay. Je suis payé par Atacus pour le modelage de la figurine. Après, je leur fournis et ils font ce qu'ils veulent avec. Mais est-ce que ça existe d'ailleurs des droits d'auteur pour les sculpteurs ? Je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou pas. Ça doit exister, mais peut-être sur des figurines qui sont à l'origine de eux, parce que là, c'est des personnages qui ne sont pas à moi. Oui, mais en vrai, tu vois, c'est comme Delave qui reprend Gaston. Il va toucher c'est pas lui le style, c'est pas lui Gaston, mais il va toucher un pourcentage qui va être minime en général. Après, ça dépend aussi, je pense, de à quel point la figurine est reproduite. Et en l'occurrence, vous, le volume de ça, des figurines donjons,
Est-ce que tu as une idée de à quel point c'est... Enfin, quel est le nombre à peu près en reproduits de moulage? Non, je sais pas exactement combien sont faits. En fait, ça dépend parce qu'ils les vendent en financement participatif. Ah, sur d'accord. leur site. Enfin, la première année, c'est sur Ulule et après, ils ont fait un site à eux où ils les vendent. Je sais que ça se vend plutôt bien, mais par contre, j'ai pas de chiffre exact. Ouais. Désolé. Et d'ailleurs, là, je vais te poser la question. On parlait de financement participatif, Niki. Est-ce que, pareil, en termes de traitement, parce que j'imagine que dans certains cas, tu as dû faire des financements participatifs et du coup, tu as un certain chiffre au bout de figurines à faire. En traitement de volume, comment ça se passe pour toi en fait? Enfin, quand je dis de volume, c'est volume de nombre en fait de trucs à faire. Tu veux le nombre de litres de résine utilisés par... Non, mais voilà, enfin juste même en termes de pipe entre guillemets, ta façon de traiter ça. T'as 50 figurines à faire d'un coup. Comment ça se passe pour toi en fait? J'imagine que c'est beaucoup de séparation des tâches, beaucoup de taylorisme. Ouais. Oui, plus je sais qu'il va y avoir un nombre certain de copies, moins je me dis ça c'est pas grave, je le ferai à la main. Plus il faut réussir à automatiser. Donc typiquement la couleur, il faut qu'au moment du prototype, moi j'ai toujours une charte avec ça c'est telle couleur, ça c'est telle couleur. De préférence, je fais des pots entiers de peinture de la bonne couleur et je sais que je vais pouvoir le réutiliser sur les 1000 bras que je dois faire. Mais c'est vrai que par contre, par rapport à une entreprise qui fait du moulage, moi, sur des grosses pièces, je vais pas aller au-delà de 20 maximum. Sur des choses plus petites, même mon petit chien que je fais tout le temps, je pense qu'en tout, j'ai dû en faire 200 là. Du coup, il y a toujours la limitation de place également qui est compliquée. Voilà, faut réussir à s'organiser. Ouais. Et c'est vrai que moi, Parce que toi, t'es vraiment toute seule en plus. Ouais, je suis vraiment toute seule dans ma petite cabane de 1 mètre sur 2 dans mon jardin. C'est d'où l'idée de effectivement faire beaucoup de pièces détachées. Donc à un moment donné, sur 2 semaines, par exemple, pour mon plus gros projet que j'ai fait pour l'instant, Sephiroth, j'avais que des têtes. Et du coup, j'avais vraiment les 1000 têtes. Et avec le prototype en référence, voilà, on essaye de coller au maximum. Toutes les pièces, elles seront différentes, mais au final, quand c'est de l'artisanat, les gens ils cherchent pas forcément à ce que ça soit pile ce qu'il y avait sur la photo. Donc du moment qu'il n'y a pas une trop grosse différence de couleur ou ce genre de choses, c'est relativement... Est-ce que t'as la semaine tête, la semaine bras, la semaine truc, la semaine assemblage Oui, carrément. D'accord. Justement, la question c'était un peu combien ça coûte au final les matières avec lesquelles vous travaillez. Enfin, est-ce que ça représente combien du budget à peu près dans la fabrication et est-ce que vous avez la place chez vous pour stocker tout ça? Non. Carrément. Non. J'imagine, Camille, que la laine, ça doit pas coûter très cher. C'est un peu l'idée aussi. En fait, ça dépend coûte plus cher que ce qu'on pense. Ouais. Ah ouais. Ça dépend, mais c'est genre environ 4 ou 5 euros, je crois, la boule de laine. Mais du coup, il faut en acheter beaucoup pour avoir beaucoup de matière. Parce qu'en fait, quand on c'est comme des épinards, tu les mets dans la poêle, ça réduit d'un coup. C'est un petit peu ça, voilà. Ou les artichauts, il y en a plus à la fin qu'au début. Voilà. Mais du coup, c'est pas excessivement cher, mais ça a quand même son petit coût de fabrication. Et surtout, c'est les aiguilles qu'on pète régulièrement. Parce qu'en fait, quand on pique, du coup, la matière devient de plus en plus rigide et dure. Et du coup, au bout d'un moment, en fait, des fois, on va piquer et ça va être trop pour la taille de l'aiguille qu'on avait. Et du coup, ça la pète. Et du coup, c'est ça qu'on utilise, qu'il faut racheter régulièrement. Et les aiguilles aussi, ça peut coucher non, ça va. En fait, c'est dans les 5 euros. C'est pas non plus. Mais c'est juste que vu qu'on en utilise beaucoup, si je devais en faire de manière beaucoup plus régulière. Oui, parce que l'usure aussi, c'est quand même un truc auquel il faut penser. Quoi. Et pareil, la plaque qu'on utilise pour piquer se réduit au fur et à mesure parce que du coup ça fait des déchets qui partent un peu et qui viennent se loger dans les figurines, donc c'est pas très esthétique, donc il faut les changer aussi régulièrement. En fait, c'est surtout des trucs qu'il faut changer régulièrement. C'est ça. En même temps, c'est vrai que si toi ça se passe surtout à travailler la matière à ce point. Oui, voilà, c'est ça. Fatalement, d'accord. On va rester un peu toujours dans des... Sinon, ça prend pas trop de place. Oui.
On va rester un peu toujours dans les chiffres au final, si ça ne vous embête pas d'en parler. Comment vous chiffrez votre travail? Est-ce que c'est en heures de taf justement? Est-ce que c'est... Voilà, on tient compte de la matière, on tient compte de l'hérité, on tient compte d'hérité, on tient compte peut-être aussi... est-ce que vous tenez compte de justement... Alors Pierre, peut-être pas, mais à quel point ça va être diffusé, repris, etc. Enfin, voilà, est-ce que vous avez une méthode pour chiffrer votre taf de quels paramètres vous tenez compte, quoi? Moi, non, en fait, c'est eux qui me disent tu seras payé tant. Et moi, je dis d'accord. Et je fais le travail. Voilà. Et après, si je mets trop de temps, bah, tant pis pour moi. Mais voilà. Moi, du coup, j'ai fait un petit peu de la reverse engineering. Je me disais, ok, qu'est-ce qu'il est raisonnable de gagner par rapport à combien je voudrais gagner par mois? Et en fait, par ça, j'ai fait, ok, bah, combien ça fait par semaine, combien ça fait par mois, etc. Du coup, je suis arrivé à un tarif horaire que je trouve raisonnable et pour le client, parce qu'il faut quand même pouvoir se permettre d'offrir, enfin voilà, il faut aussi qu'on m'achète des choses. Et moi, comment je m'y retrouve, et du coup, j'ai le tarif horaire sur les choses que je peux chiffrer en horaire, et ensuite, quand c'est le matériel, je sais à peu près, voilà, telle figurine de telle taille, ça va être 200 ml de résine, 200 ml de résine, c'est ça, et voilà. Après, j'imagine aussi que tu peux répartir les coûts si tu as plusieurs figurines à faire. Forcément, ça divise un peu par rapport à la matière, en tout cas. Oui, puis c'est aussi le problème de pouvoir tout stocker, c'est que c'est comme tout. Si on achète en gros, c'est moins cher. Mais du coup, oui, par rapport à la question précédente, le problème de l'impression 3D, c'est qu'il y a beaucoup de consommables. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose, c'est une gestion constante d'avoir assez de résine. Si on fait du ponçage, on fait toujours du ponçage, avoir du papier de verre. Le matériel de base est relativement accessible, mais tout ce qui est consommable, c'est ça qui va faire vite monter le truc. Et justement, en fait, tes figurines, puisque là, j'imagine que je peux quand même te poser la question, quand tu es en convention et par rapport aux figurines que tu fais sur Kickstarter, etc., pour les plus complexes, ça va chercher dans les combien, et pour les plus simples, ça va chercher dans les combien? Du coup, c'est la différence entre un produit que je vais faire et une commande. Une commande, c'est un prototype. Donc, c'est le prototypage qui va coûter cher, puisque c'est facilement 2 semaines de travail. Donc, 2 semaines de travail, mon tarif horaire, c'est 18 €. Donc, je laisse faire le calcul tout seul. Donc, ça peut aller de 200 pour le plus petit à 1800. Et ensuite, une fois que le prototype est fait, faire des copies, c'est relativement peu cher, puisque ça me demande juste la peinture et le temps de peinture, le temps de peinture et le matériel en lui-même. Mais par exemple pour les conventions, c'est aussi pour ça que je fais des choses qui sont relativement petites, parce que les clients en convention, le budget max c'est 20 €. Et encore, moi j'ai des choses qui montent un petit peu, mais c'est vrai qu'il faut faire des plus petits trucs qu'on peut faire beaucoup. Et souvent, c'est trouver l'équilibre entre ce qui nous permet nous de nous payer et ce que les gens sont prêts à mettre aussi, et ça s'adapte en fait. Oui, d'ailleurs, ce que je trouve marrant avec ton stand en convention particulièrement, c'est que tu n'as pas que les petites figurines. Je ne sais pas si on peut retenter la zapette. Mais ce que je trouve rigolo, c'est que tu n'as pas que donc, les figurines, tu as aussi même des tout petits trucs. Oui, alors ça, j'aime bien faire un beau display, et du coup, ça c'est avant que ça soit un beau display. Oui, et puis c'est vachement ludique aussi. Tu as ta petite machine à gâchapon, tu as ton petit distributeur de canettes. Le côté fête foraine, c'est quand même... moi, j'aime bien. Mais du coup, par exemple, les petites canettes, c'est des trucs que tu achètes, que tu fais toi, ou que tu achètes de base et après que machin. Enfin, comment ça se passe Non, en fait, du coup, j'ai modélisé une petite canette de base que j'ai imprimée, et ensuite, c'est j'imprime à côté en étiquette que je colle à la main une par une. Donc voilà, ça va assez vite, et ça va chercher dans... Enfin, assez vite, on s'entend. Ça va chercher dans les combien? Enfin, comment ça... Alors, quand c'est des projets personnels, j'essaye de pas réfléchir à ça, parce que je sais que je vais en faire 50 derrière. Du coup, je me dis pas, j'ai une semaine pour faire un prototype, ça va me faire tant, et je vais essayer de me retrouver à côté. En général, ça, malheureusement, on va dire, je chiffre pas, parce que je sais que je me fais une petite marge à chaque fois, plus je fais des... Et du coup, voilà, mes canettes, il me semble que c'est 4 €.
tu te 4 rembourses, euros, en c'est le général prix du matériel et mon temps de... voilà. Donc Et c'est tu te 20 minutes rembourses, par... tu te rembourses par rapport au stand, par rapport à tout ça? Enfin, tu arrives à t'y retrouver Bah oui, sinon j'en ferais pas. Mais non, puis c'est chouette les conventions aussi. Et bah, Ouais. moi j'aime bien justement le côté ludique et c'est pour ça aussi que ce que je propose en convention, je le propose pas forcément sur mon shop Ouais. parce que c'est ça que j'aime bien. Et en KS, du coup, les figurines un peu plus complexes, ça va un exemplaire dont tu parlais, ça c'est plus... ça va chercher plus dans les combien? Le prototype, ça va facile, on va facile arriver à 800, 1000 euros pour le Donc ça, il proto. faut pouvoir le rembourser en KS d'abord pour ensuite C'est faire ça. le... D'accord. Et du coup, c'est souvent pour ça que ensuite les copies sont un peu plus chères. Parce que c'est pour rentabiliser aussi le prix du prototype. Mais en fait, selon les projets, par exemple pour Dame, Ouais. souvent comme j'ai vraiment le champ libre sur ce que je fais. Donc, juste Dame, c'est un fanzine qui régulièrement se fait en financement participatif. C'est ça. D'ailleurs, il y en a un actuellement. Donc, D'accord. donnez des Allez voir Dame à Paris City Pop, ils ont des zines. oui, mais du coup, voilà. Pour Dame, par exemple, comme j'ai le champ libre, Ouais. je fais pas payer le prototype Ouais. et je m'y retrouve ensuite sur les copies. Ok. Et donc, du coup, toi, Camille, voilà, comment ça se gère Moi j'avais des tarifs de base où du coup je me dis qu'une figurine c'est à peu près 2 jours de travail on va dire selon la taille qu'elle fait et en fait après ça diffère selon la complexité de la figurine que les gens me demandent parce que c'est évidemment pas la même chose de faire juste un petit chat assis et puis un personnage humanoïde assis avec 40 couleurs différentes, ça va pas être le même process donc voilà. Est-ce que toi, ça t'intéresserait de faire un truc un peu comme ce que fait Baka, c'est-à-dire des petits chats, des machins. Enfin, si tu dis ah bah ça marche vachement, je vais en faire plein. Est-ce que ça t'intéresserait de faire un truc comme ça en convention Carrément. Le seul truc, c'est que j'ai pas le temps. Parce c'est un peu toujours le vu souci. vu que je travaille dans l'animation, du coup, toutes mes journées, je les passe assises à faire du dessin animé. Donc, si j'avais des mois devant moi de libre, ce serait très volontiers parce que j'aime beaucoup faire ça. Mais là, je n'ai pas le temps, malheureusement. J'ai encore quelques petites questions avant de passer aux questions au public. Oui, tu voulais rajouter un truc, Niki ? Oui, je pense que Pierre pourra aussi me retrouver sur cette question de une figurine, c'est pas forcément très long à faire, mais parfois on peut passer 2 jours sur une capuche, Ouais. alors que pour soi, ça peut être fait relativement joli facilement, mais c'est vrai que dès qu'on commence à être un peu particulier sur ce qu'on veut, c'est là où effectivement, si on est un petit peu exigeant avec son travail ou que les artistes derrière sont exigeants, c'est là où justement ça va monter en heure et ça sera plus compliqué. Ça peut cumuler de la frustration aussi, j'imagine, de passer plusieurs... Enfin, tu te dis, c'est une capuche, purée, ça fait 3 jours que j'y suis. Ouais, quand le drapé il marche pas, le drapé il marche pas, et ça c'est terrible. D'accord. Je voulais vous demander aussi si vous faisiez des trucs en dehors des commandes pour vous-même, en fait. Si vous faisiez du travail en volume et si vous changiez de matière potentiellement, s'il y a des choses aussi que vous voudriez tester vous-même, en dehors de la pâte à modeler de quand tu étais petit, Pierre. Est-ce que tu as des trucs qui te font envie, en fait, des trucs que tu aimerais, des horizons vers lesquels te tourner? J'avais essayé un petit peu une matière qui s'appelle la Super Sculpey. C'est un peu comme une pâte Fimo, mais tu peux peut-être un peu plus aller dans le détail. Et j'aime bien aussi, j'avais essayé un petit peu ça pour moi, mais récemment pas trop. Sinon pas trop. Voilà, mais voilà, ce truc-là que j'avais essayé, que j'avais bien aimé. Moi du coup je fais des figurines pour mes potes la plupart du temps et pour ma famille, mais sinon à part ça j'ai essayé la céramique il n'y a pas longtemps et je trouve ça trop chouette comme matière. C'est juste que pareil ça prend du temps et il faut mais je trouve ça très cool. En céramique, ce qui t'intéresserait le plus, c'est des trucs plus utilitaires ou des trucs plus en sculpture? J'aime bien faire des trucs utilitaires, mais avec des petites sculptures. Ouais. Par exemple, j'avais fait un bol, mais avec un petit chien et un oiseau qui se parle dessus, des choses comme ça, quoi. Toujours avoir des petits personnages. C'est un peu mon dada, les petits personnages mignons. D'accord. Voilà. Oui, ça me fait penser, ouais, j'ai toujours voulu essayer aussi le bois. Ouais. Essayer de travailler le bois en volume aussi. Ouais. J'ai jamais essayé et pour le coup, ça pourrait m'intéresser. Et est-ce qu'il y aurait des formations que tu pourrais suivre pour ça? Ou est-ce que tu voudrais bidouiller par toi-même Non, je pense que je bidouillerai par moi-même, quitte à me foirer au début, mais ouais, je suis assez curieux à ce niveau-là. Mais si jamais tu veux... Ça, c'est une des questions aussi que je voulais vous poser, c'est
voilà, vous voulez évoluer, vous avez eu une formation de base, tu as eu donc ton stage chez Atacus, toi tu as eu ta formation ZBrush, etc. Toi tu as un peu appris sur le tas de ce que j'ai cru comprendre. Vous voulez évoluer en fait dans vos envies, dans votre approche de votre taf, etc. Qu'est-ce qu'il y a à votre disposition? Des tutos YouTube, des formations à travers des organismes? Ou est-ce que justement vous repartez en freestyle trial and error Je pense que c'est beaucoup de bidouilles. Ouais. Même par exemple ZBrush, au final, on a eu un cours et demi. Ouais. Et le reste, c'est parce que j'avais envie que j'ai appris par-dessus. Et ouais, sinon, en fait, tout part de la curiosité. Donc si on a envie, par contre, c'est sur son temps libre. Mais si on a envie d'explorer un truc, faut juste y aller. Et c'est vrai que YouTube, c'est quand même assez formidable pour ça. Et moi, justement, en hobby, je fais un peu de sculpture sur bois. Et c'est vrai que c'est très chouette. Est-ce que tu as des matières, est-ce que les matières diffèrent énormément? Genre le bois de noyer, ça n'a rien à voir avec le bois de cerisier? Ouais, il y a des bois qui sont un peu plus tendres que d'autres. Donc moi, j'ai le bois pour bébé, celui qui est un peu comme du beurre. Et c'est vrai que moi, en plus, j'aime bien les trucs un peu anguleux. Ouais. Et c'est vrai que ça permet d'avoir un geste qu'on n'a pas forcément en numérique. Et je trouve ça très satisfaisant. Et la sculpée, j'aime beaucoup aussi. Avant, j'ai fait un peu de sculpture en sculpée. Et c'est juste que sauf si on a accès à de quoi faire des moules ou ce genre de choses, on peut pas vraiment reproduire. Et c'est pour ça aussi que je me suis tourné plus vers la 3D pure. Mais c'est très satisfaisant aussi comme technique. Et justement, est-ce que vous aviez... Enfin, à quel point vous avez bidouillé en fait, pour parvenir à un résultat qui vous convenait? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de patouilles? Oui. Et toi? Comme dit, depuis l'enfance à la pâte à modeler, donc oui, beaucoup de patouilles. Mais ouais, mais vraiment pour arriver au résultat auquel tu parviens maintenant, à quel point en fait t'as galéré, quoi? À quel point il y a eu des ratés? C'est ça qui m'intéresse aussi en fait dans le côté formation. C'est difficile à dire. Ouais. Est-ce que jusqu'à maintenant, en fait, vous avez des ratés? Parce que ça, c'est intéressant aussi à dire. La plus grosse galère que j'ai eue, en fait, c'était plutôt pour trouver une matière qui me convenait. Ouais. Pour trouver donc la Monster Clay que j'utilise maintenant, je suis passé par plein de pâtes de terre, de trucs, et à chaque fois, j'étais là genre, il y a ça qui va pas. Ah non, elle est un peu trop élastique. Non, celle-là, elle est trop cassante. Et à chaque fois. Et oui, j'ai enfin trouvé le Graal en la Monster Clay et je suis très content. Mais, qui c'est qui t'a mis sur ce plan-là? Tout seul? Non, je suis tombé dessus... Je sais plus. Je crois que peut-être sur YouTube, un truc comme ça. Donc YouTube et Google sont vos amis. Ça devait être ça, ouais. Je l'ai entendu mentionner quelque part, et puis à un moment, je suis tombé dessus et j'ai pris ça. Et toi, Camille? Moi, vu que c'est vraiment que des créations originales et des trucs qui sortent vraiment de mon cerveau à ma main directe, j'ai pas trop galéré parce que c'était directement ce que je voulais faire. Enfin, je m'étais pas mis des attentes de malade dès le départ, et j'étais plutôt surprise que ça plaise aux gens. Même, enfin, moi, j'étais en mode je sais pas, je fais ça comme ça. Mais c'est plus maintenant quand je me dis il faut que c'est un certain niveau de densité au niveau de la figurine pour pas qu'elle se délite dans le temps, des choses comme ça, où je réfléchis un peu plus maintenant quand je dois faire des projets de commande. Mais du coup, j'ai pas eu de grosses galères, on va dire, parce que ça, vu que c'était assez chronophage aussi, et que j'avais le temps à ce moment-là de vraiment passer du temps dessus, retoucher les trucs que je voulais et tout, j'ai pas eu de grosses galères pour le coup. Ouais, tout le monde a des ratés, je pense, parce que de toute manière, il faut bien rater pour réussir. Moi, les gros soucis que j'ai eus, c'est un peu comme Pierre, trouver le bon matériel, la bonne résine. Parce que j'ai eu beaucoup de casses au début, surtout sur des grosses pièces que j'essayais de faire où l'équilibre n'était pas... Ça devait être horrible. Ça. Je sais que ta colocataire a eu... Non, oui, voilà, Joe, voilà, il y a eu quelques petits problèmes là-dessus. Et c'est vrai que maintenant, j'ai pu trouver justement un bon équilibre. J'ai une résine qui est bien pour tout et une résine qui est souple. Par exemple, les perles là, toute la partie bras, du coup, c'est de la résine souple. Et normalement, à part si tu tires dessus, ça casse pas. Mais il y a eu beaucoup de figurines où, au moment d'emballer et de fermer le carton, j'entendais un clac. Vraiment terrible. Mais ouais, là tu fais une descente d'organes en fait. Là, ouais. Tu te dis, bon, est-ce que j'utilise de la super glue? Est-ce que je refais tout?
Parfois la question se pose, mais Quel enfer. et pareil, pour tout ce qui est impression 3D, la pose des supports sur ce qu'on fait avant d'imprimer, c'est assez important. Et si on n'en met pas assez ou si on les met pas au bon endroit, va y avoir un bout qui va pas bien s'imprimer. Et faut tout recommencer, donc je préfère mettre plein de supports. Du coup, on arrive un peu à la fin des questions. Est-ce que vous avez une œuvre dont vous êtes le plus ou la plus fière Est-ce qu'il y a un truc qui vous vient en tête immédiatement? Pas vraiment. Bon, on peut passer cette question. J'aime bien ce que j'ai fait pour le Dame 3. Il y a encore 6 exemplaires. Elle est vraiment impressionnante, ouais. Je l'aime bien. Très belle Oni avec un énorme gourdin. Ouais, j'ai pu un peu cocher toutes les cases de ce que j'aime faire. C'est satisfaisant. Très cool. Est-ce que vous avez des tips pour les débutants? Des choses où vous auriez voulu prendre un peu des raccourcis, justement Ne le faites pas parce que comme ça, il n'y a pas de concurrence. Après, vu tout le taf que tu mets dedans et en fait tout ce que tu dis par rapport à la durabilité, etc., c'est pas un truc où on peut forcément se lancer à la légère, j'ai l'impression. En vrai, en dehors de vraiment le souci de la résine en elle-même, le matériel de base n'est pas si cher. On n'est pas obligé d'avoir l'aérographe à 300 €, le machin. Enfin, je pense qu'on peut... Maintenant, oui, mais j'ai commencé avec une petite imprimante à 200 balles et la peinture à la main dans ma cuisine, pareil. Donc je pense qu'il ne faut pas se limiter à se dire « Ah, j'ai besoin d'avoir l'imprimante machin, le pinceau machin. » Non, je pense, essayez le plus possible de trouver des références d'un matériel qu'on pense bien pour travailler, mais pas forcément dépenser des fortunes. Justement, en termes de matos et en termes de machines, etc., il y a des upgrades que tu veux faire, il y a des trucs vachement chers qui pour l'instant sont hors de ta portée, ou là c'est bon, tu as tout ce qu'il faut? La transparence, c'est un gros problème pour moi, et c'est quelque chose qui est normalement plus adaptable quand on fait un moule avec un beau prototype qu'on a bien. Et pour ça, il faut un pressure pot, il faut la place, il faut aussi, je pense, beaucoup d'erreurs pour y arriver. Donc ça, pour l'instant, ça m'est pas accessible et ça me frustre un petit peu. Mais voilà. Ouais, ouais. Écoutez, je pense qu'on arrive un peu à la fin de notre conférence. Est-ce que vous auriez des questions dans le public à tout hasard? Ou peut-être des questions sur Twitch à tout hasard aussi? Tout va bien. Si tout va bien, écoutez, j'aimerais faire que chacun d'entre vous fasse un peu sa petite promo, si ça vous va. Camille, où est-ce qu'on peut te retrouver? Quels sont tes projets en ce moment? Est-ce que tu as un truc à plug En ce moment, j'ai travaillé sur un petit... On peut me retrouver sur Instagram déjà, @elimacb12. Donc c'est Camille à l'envers B12. Sinon, en ce moment, j'ai sorti un petit projet avec une chanteuse où j'ai fait des petites animations. Donc, si vous pouvez aller streamer la musique, c'est Summertime. Ça s'appelle comment? Summertime? Summertime de Ovgrae, Ovgrae, si je dis pas de bêtises. Et voilà, sinon, en ce moment, je travaille beaucoup. Donc, pas trop de trucs à plugin, mais voilà. Très bien. Dame, acheter Dame et donner des sous. Non, Donc en ce moment, oui, il y a le Kickstarter de Dame, on peut le rappeler. Il reste 6 exemplaires de ta belle figurine d'Oni. Très accessible, évidemment, en termes de prix. Non, du coup, moi, mon hâte, c'est Bakanoe, un peu partout. Bakanoe. Est-ce qu'on te retrouve dans quelle convention cette année Alors, peut-être Art to Play. Et on verra pour donc les Art to Play, prochaines. c'est à Nantes, c'est ça? C'est ça, c'est à Nantes, mais la sélection n'est pas encore faite, donc pour l'instant, je peux pas dire. Et pas Japan Expo, du coup? Non. Je ne développerai pas, mais non. Ouais. Et toi, Pierre? Moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram, donc à Pierre Chabosy, CHABOSY. Est-ce que tu as des projets, des trucs à promouvoir en ce moment? Je suis une grosse figurine, plus grosse que d'habitude. Ça fait bien. Toujours sur du donjon? Mais je peux pas dire sur quoi c'est. Ah d'accord, bon, mais je suis très content de travailler sur une figurine plus grande que d'habitude, ça change, cool. C'est sympa. C'est grand comment à peu près? D'accord. Comme ça. Ah ouais, mastoc quand même, d'accord. Bon, très intéressant, merci à tous, on peut les applaudir. Merci à nos intervenants.